Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'update lecture du mois de mai, même si on est déjà le 20 juin. Je suis très en retard. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que je vais juste après continuer à filmer le book haul parce que j'ai eu plein de réceptions. Et j'ai toujours pas filmé les réceptions que j'ai reçues depuis la dernière fois que je vous ai eu. Et j'ai tout ça à vous montrer. Alors là, vous voyez pas tout, parce que ça va jusqu'en bas. Enfin, jusqu'en bas, jusqu'à à peu près là, quoi. Et ça va faire beaucoup. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 à vous présenter. Donc je vais peut-être passer que 2-3 minutes sur chaque roman. De toute façon, la plupart sont commentés dans les vlogs, donc je veux pas trop que ce soit redondant, donc et puis on va commencer tout de suite parce que sinon ça va être trop long. Alors le premier, c'est La charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan chez Pocket. Donc c'est une saga de Jenny Colgan, sauf que celui-ci, contrairement aux autres, c'est chaque tome est un tome compagnon. Donc là en fait on va suivre Zoé, mère célibataire qui peine à joindre les deux bouts, et elle va aller en Écosse sur un coup de tête avec son fils pour être nounou en fait de 3 enfants d'un homme veuf, voilà. Et en fait on va aussi recroiser du coup Nina qui est la jeune libraire qui s'est installée dans le premier tome. En fait dans le premier tome elle a lâché son boulot et elle est partie acheter un van et elle crée une librairie en fait sur roue, et donc on va la retrouver ici, mais l'histoire principale tourne autour d'un autre personnage, même si on retrouve les personnages du premier tome, l'ambiance, le petit village écossais, etc. Ça j'aime beaucoup, voilà. Jenny Colgan, j'avais déjà lu est-ce que c'était une trilogie, je sais plus, de La petite boulangerie du bout du monde, et j'avais lu aussi le Cupcake Café, et il me manque la saga sur je crois que le premier tome c'est Une saison au bord de l'eau. J'ai le premier tome dans ma palle, mais voilà, je me suis dit je vais quand même lire celui-ci. Il y a le tome 3 et le tome 4 concerne Noël, donc je le lirai comme Noël. Mais voilà, c'est un feel good. Jenny Colgan, alors c'est un feel good, mais en général elle aborde quand même des thèmes un peu plus profonds quand même si c'est pas dramatique, hein. Mais par exemple là on va parler de deuil, d'abandon, etc. Donc voilà, c'est toujours abordé avec légèreté, mais on aborde quand même des thèmes. Voilà, c'est pas juste une romance, un feel good sans histoire, quoi. Donc moi j'aime beaucoup Jenny Colgan, c'est très fluide, ça se lit vite. En général c'est 350 pages. Quoique celui-ci fait 540 pages, mais je l'ai lu en deux soirs. 2 journées ou 2 soirs, je sais plus, enfin bon, en tout cas en 48 heures. Donc voilà, ça se lit très bien pour l'été, donc je pense que je vais lire Une saison au bord de l'eau cet été pour que ce soit une lecture assez fluide entre 2 pavés de fantasy. Ensuite, j'ai enfin terminé Terre-Mère, donc là c'est l'intégrale qui fait 1000 pages, presque 1800 pages. Donc dedans vous avez l'intégrale, donc plusieurs romans et plusieurs nouvelles. J'ai commencé, je crois, en janvier. Et donc au début je lisais un roman par mois. Mais en sachant que les romans ils font quoi, 300 pages, donc c'est pas très long. Donc j'ai fini par en lire 2, voire un roman plus des nouvelles. Et du coup, je sais plus ce que je vous disais, parce qu'en fait dans chaque vlog je vous en parlais. J'avais beaucoup aimé le premier parce que c'est assez introductif. On suit Jed, qui est au début un éleveur avec son père, un éleveur de chèvres, je crois. Et il va développer des pouvoirs et on sait déjà qu'il va être le plus grand sorcier de Terre-Mère. Et en fait, on va suivre tout simplement son acheminement de sa découverte des pouvoirs jusqu'à la fin. Et donc chaque histoire, on a une histoire différente à chaque fois. Et bien sûr, on va retrouver certains personnages, par exemple dans le tome 4, on va retrouver des personnages du tome 2, etc. Il y en a forcément que j'ai préféré. Alors moi j'ai préféré, je vais vous dire ça, parce que Les tombeaux d'Atuan et Été à nous, comme roman dedans. Je trouve que, alors après c'était de la fantaisie de l'époque, mais du coup c'est très court, c'est un peu comme c'est les romans de toute façon des années 80-90, où vous avez très peu de développement de l'univers. Forcément pour des tomes de 250-300 pages, vous pouvez pas trop développer. Alors j'aime beaucoup La plume d'Ursula Le Guin. C'est la première fois que je lisais cette autrice, qui est incontournable en fantasy science-fiction. C'est devenu une autrice classique, un peu comme Robin Hobb, hein, je pense. J'aimerais bien la tester dans la science-fiction.
à voir, peut-être avec le cycle de Ein ou Ein, je sais pas comment ça se prononce. Euh, Vous savez, avec les dépossédés, la main gauche de la nuit, etc. Je crois que c'est de la science-fiction. Alors, j'avais lu du coup la note de l'autrice qui disait qu'en fait, elle voulait changer de la fantaisie classique où vous avez souvent le bien contre le mal, voilà, un méchant, etc. Donc là, en fait, c'est plus, vous avez beaucoup plus d'introspection et de notions de combat intérieur, de combat avec soi-même, en fait, sur ses doutes, sur ce qu'on vous, enfin, sur notre volonté, mais aussi sur ce que la société de l'époque veut de nous, etc. Donc c'est pas vraiment le bien contre le mal, même s'il y a le mal aussi, mais c'est plus voilà un combat intérieur, une quête. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé ce que ça changeait vachement. Alors après, c'est la traduction, mais je pense qu'il faut, c'est une écriture assez particulière. Donc je pense que tout le monde ne peut pas accrocher. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui n'avaient pas du tout accroché à la plume. Moi ça va, mais c'est vrai que c'est pas la plus belle plume que j'ai rencontrée. Mais voilà, ça se lit très bien. J'ai beaucoup aimé découvrir cette autrice qui me faisait très envie depuis un moment, mais j'aimerais beaucoup la découvrir en SF. Ensuite, j'ai lu The Secret Garden de Frances Hodgson Burnett. Donc là, c'est la version Wordsworth, les petits hardbacks comme ça. Et c'est Marine du Comptoir d'Orlyre qui l'avait recommandé parce que c'est un jeunesse qui lui avait beaucoup plu. Elle a d'ailleurs plusieurs exemplaires de ce roman. Et en fait, on va suivre une jeune fille, je crois qu'elle s'appelle Marie. Alors, je l'ai lu au début du mois de mai, alors j'avoue que je me souviens plus, c'est ça, Marie Lennox, qui en fait, sa famille va mourir en fait de suite d'une épidémie, je sais plus laquelle, et elle va être recueillie du coup sur un domaine, je sais pas si c'est son oncle, ou enfin quelqu'un d'autre quoi, et elle va faire la rencontre d'autres personnages, et surtout elle va découvrir un jardin secret qui est de base est abandonné, fermé, et elle va y découvrir des choses. Et en fait, de base, c'est une fille capricieuse, très égoïste, etc. Enfin, la petite fille bourgeoise, en fait. Et au fur et à mesure, du coup, elle va faire des rencontres. Et sa mentalité va changer au fur et à mesure. C'est un roman jeunesse qui est assez moralisateur, entre guillemets. Là, vous avez une morale à la fin. Et puis dedans, vous avez par exemple un petit garçon qui est handicapé, etc. Donc je pense que tout ça va lui ouvrir les yeux, notamment la découverte de ce jardin secret. Je vous en dis pas plus parce que je pense qu'il est assez court pour pouvoir le découvrir. Là, il fait 300 pages, mais voilà, c'est 300 pages de jeunesse, quoi. Donc je pense que il faut le découvrir comme ça. Alors j'ai beaucoup aimé. Alors c'était pas un coup de cœur. Alors j'ai l'impression que c'est dans la légèreté, l'histoire, etc. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu comme Anne de Green Gables, que je n'ai pas encore lu. Mais en tout cas, le premier tome, le résumé me fait pas penser à ça, en fait. Le fait qu'elle soit recueillie et qu'elle soit éduquée d'une manière un peu plus simpliste et qu'elle soit curieuse et qu'elle découvre un peu le monde. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, à part que j'ai bien aimé. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Aux heures sombres de la tyrannie de Rose Castelet chez les éditions Hurlevent. Donc de base, je devais lire en lecture commune avec Marine, mais voilà, les circonstances ont fait que je l'ai lu toute seule. Donc là, on est en 1793 à Paris. Donc on va suivre 5 personnages principalement suite à la Révolution française. Hein, et je vous en ai parlé énormément en vlog parce que j'étais très déçue, j'ai un avis assez mitigé. Alors les éditions Hurlevent de base, j'adore cette maison d'édition, les personnes qui l'ont créée et les ouvrages, mais là j'avoue que j'ai eu un peu de mal parce que ça tournait trop autour de la politique. Alors oui, ça s'appelle Aux heures sombres de la tyrannie, oui ça se passe à la Révolution française, c'est pas la période que j'apprécie le plus en matière d'historique. En général je préfère les histoires qui se passent au moment des guerres mondiales. Mais voilà, je me suis dit c'est original, et puis j'avoue que la Révolution française, j'ai très peu de souvenirs de mes cours d'histoire, donc je me suis dit pourquoi pas, et en fait j'ai trouvé que ça tournait beaucoup trop autour de la politique, la stratégie politique. On suit 5 personnages, mais je trouve qu'on rentre pas du tout en profondeur dans leur personnalité, dans leur caractère, leurs émotions. En fait, tout est très lisse, très froid, je trouve, au niveau des personnages. Et moi, vous savez très bien, enfin, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais les personnages, pour moi, c'est hyper important. Alors qu'on les aime ou qu'on les déteste, mais au moins qu'on ressente quelque chose. Et là, bon, là, il y en a un que j'ai vraiment pas aimé, mais sinon, voilà, les autres, c'est resté assez plat pour moi, donc j'ai eu un peu de mal. Et surtout, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent et
Bon, j'ai fini par laisser traîner, enfin laisser couler plutôt, mais c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu de mal parce que on nous donne beaucoup d'informations sur les différents partis politiques, sur les stratégies politiques, sur les lieux emblématiques, etc. Et j'avoue que j'ai pas retenu grand chose. Alors c'est pas le problème parce que même dans les romans de fantasy hyper développés, je m'attarde pas dessus. Mais c'est vrai que là, les personnages sont un peu passés au second plan, alors que je trouve que dans cette période justement un peu charnière, il faudrait s'attarder davantage sur leurs sentiments, leurs émotions, leurs difficultés, etc. Leurs espoirs, voilà, parce que c'est une période un peu compliquée de l'histoire française, mais voilà, j'ai eu un peu de mal parce que voilà, j'ai rien ressenti pendant même alors qu'il se passe des choses horribles, il y a des scènes d'ailleurs, il faut faire attention, il y a des scènes un peu, enfin, très dures, sanglantes, euh, mais pour autant, je me suis pas inquiétée pour les personnages, j'ai rien ressenti pour eux alors que s'il se passe des choses horribles. Mais voilà, j'étais un peu déçue parce que je pensais vraiment aimer parce que je me suis dit c'est une période qu'on aborde assez peu en littérature, en tout cas dans la lecture d'aujourd'hui, dans la littérature d'aujourd'hui, pardon. Mais ça l'a pas fait avec moi. Donc voilà, je suis un peu déçue, surtout qu'il fait quand même 700 pages. Bon après c'est écrit assez gros, mais c'est 600 pages quand même. Et voilà, donc vers la fin je me suis un peu, on va dire que j'ai lu un peu en diagonale. Et j'aime pas faire ça, mais bon, au bout d'un moment, je tenais plus en fait. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Kuchiel, l'Avatar de Jacqueline Carré chez Brajlon. Donc, pour la petite info, j'avais lu le premier tome en 2022, si je dis pas de bêtises, en été 2022, et je n'ai jamais lu la suite alors que j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Et donc, je me suis acheté le tome 2 et 3. Donc, j'ai relu le premier tome, je crois, en novembre 2023, et j'ai lu le tome 2. C'était peut-être au mois de mars, et du coup là j'ai lu au mois de mai celui-ci, que j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai mis 5 étoiles. Alors celui-ci, il n'est peut-être pas mon préféré, j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier et le deuxième tome. Celui-ci un peu moins, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être quelques petites longueurs, alors après c'est peut-être moi qui chipote, mais parce que tous les tomes font... Celui-là il fait 950 pages, mais il faut tous à peu près ça entre 800 et 950 pages, donc c'est pas non plus la longueur du livre qui me fait qu'il y a des longueurs dans le récit, c'est... J'avais l'impression qu'en fait, on avançait dans l'intrigue et après on revenait un petit peu, enfin comme si on avait perdu des efforts et ainsi de suite en fait. Et j'ai l'impression du coup qu'en fait on tournait un petit peu en rond et ça j'ai trouvé ça un peu dommage. Je sais pas si c'est fait exprès, je pense que oui, hein, d'après. Parce que vu que comment se sont passés les deux premiers tomes, je pense que c'était fait exprès. Mais j'avais l'impression qu'on tournait un petit peu en rond à un moment donné, donc peut-être pendant 200 pages, ouais, j'ai eu un peu de mal. Je me suis dit quand est-ce qu'on va vraiment avancer et quand est-ce qu'on va vraiment euh, bah, conclure en fait entre guillemets, parce que c'est un tome 3. Et voilà, sinon j'ai adoré retrouver les personnages, j'ai eu énormément de frayeur pour certains des personnages. Il y a des personnages qui meurent et d'ailleurs j'ai été très triste de les voir partir. C'est une saga qui n'a pas fait beaucoup parler d'elle, alors qui date un peu, hein, si je dis pas de bêtises. Alors 2003 pour la version VO et 2009 pour la version de chez Brajlon. Alors il faut savoir que le premier tome a été assez laborieux au début, parce que voilà, ça c'est la liste des personnages que vous avez. Et il y en a énormément. Et au début, j'essayais de tout retenir, et j'avoue que j'ai pas réussi. Donc je me suis dit, je vais juste retenir les personnages principaux de chaque maison, parce que vous avez plusieurs maisons, plusieurs territoires, voilà, etc. Et donc j'ai essayé de retenir en gros les 2-3 prénoms principaux des personnes les plus influentes, entre guillemets, et après c'est passé tout seul. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'essayais à chaque fois que je voyais un nom que je me souvenais plus ce que c'était, j'allais voir, ça me coupait un peu dans ma lecture, mais en fait, au final, quand j'ai laissé passer, c'est beaucoup mieux passé, j'ai beaucoup mieux digéré la lecture. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur parce qu'au début, c'est vrai qu'on parle d'une courtisane, enfin d'une jeune fille qui est adoptée, qui est éduquée pour devenir courtisane de base. Donc voilà, moi c'est ce qui m'avait rebuté de base quand on me recommandait cette série, c'est que voilà, ça m'attirait pas trop. Et au final, c'est beaucoup plus que ça. Vous avez toute cette partie politique, stratégie. Phèdre, c'est une personne qui est extrêmement intelligente, réfléchie, stratège, que ce soit au niveau personnel ou politique ou même parfois économique. J'ai trouvé qu'elle était très intelligente et
qu'elle évoluait bien en fait. Parce qu'au début, c'est vrai qu'elle est un peu naïve, elle est adoptée, elle rentre dans une maison qu'elle ne connaît pas, etc. Et puis au final, elle se fait elle a beaucoup de relations qui se créent, que ce soit dans le bas monde ou dans la haute sphère, et elle devient un peu espionne. C'est un peu le but de son adoption de base par Monsieur Delaunay. Et ouais, franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit. Parce que quand vous lisez la première de couverture, c'est vrai que vous avez l'impression que c'est un peu trop. Vous voyez pas tout ce côté politique et ce côté stratégie. Enfin voilà, c'est vraiment bien au-delà du fait que vous avez une courtisane qui arrive dans une maison de nobles et qui est adoptée et qui est utilisée comme espion. C'est beaucoup plus que ça. Et les relations entre les personnages et les personnages en eux-mêmes sont extrêmement bien travaillées. Enfin, moi, j'ai vraiment rien à dire. J'ai mis 5 étoiles pour les 3 tomes pour vous dire, ce qui est très rare. Et surtout pour des gros pavés de fantasy. Alors, comme je vous disais, celui-ci, j'ai trouvé un petit peu de longueur, mais c'est pas pour autant que j'ai pas aimé. J'ai trouvé que la fin était tout à fait satisfaisante. Et puis voilà, tout simplement, j'ai tout aimé en fait. Les personnages, l'univers, parce que c'est aussi beaucoup basé sur. Alors, ça peut bloquer certaines personnes, mais c'est aussi beaucoup basé sur la religion. Donc, vous avez une religion ici qui est créée, qui est basée sur des mythologies et des légendes, donc où il y a beaucoup de récits, de légendes et de mythes par rapport à cette religion dans cet univers. Et on voit beaucoup par moment de référence aux religions existantes, mais il ne faut pas s'arrêter là-dessus. En fait, c'est pour agrémenter en fait justement tout cet univers que ces récits ont été créés, ces légendes. Et il faut le prendre comme une légende en fait, il ne faut pas vraiment le transposer, même si je pense que c'est le cas pour l'autrice, le transposer au monde d'aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais en tout cas voilà, moi c'est une série coup de cœur, c'est de la fantasy adulte, donc il y a des scènes violentes, il y a des scènes très explicites aussi, donc faire attention quand même. Mais au-delà de ça, il faut pas s'attarder dessus, c'est vraiment pour servir le propos. Alors là, vous avez la carte, donc je pense que vous reconnaissez un peu les pays. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très inspiré du monde d'aujourd'hui, mais voilà, il faut passer outre, notamment ce qui concerne la religion, le voir comme des légendes dans un univers inventé. Donc voilà, moi je vous recommande, c'est une série de fantasy que je pense qu'il faut lire, qui peut devenir un classique, peut-être l'est déjà pour certaines personnes, mais en tout cas moi j'ai adoré. Ensuite, je vais passer très rapidement dessus parce que j'avais pas mal parlé en vlog. J'ai lu Anatomy Love Story et Immortality Love Story de Dana Schwartz qui sont parus chez Albin Michel, donc c'est une duologie. Je crois qu'il n'y a pas d'autres tomes ni de tomes compagnons. Et donc là en fait on va suivre, je me souviens plus de son nom, Hazel, qui vit donc à Édimbourg en 1817. Donc en 1817, vous savez très bien que la place de la femme, c'était pas trop ça. Et donc en fait, elle est férue de chirurgie, de médecine, etc. Et elle veut apprendre, sauf que les professeurs ne veulent pas de femmes dans leurs cours. Et elle va passer un deal avec le professeur en disant: si je réussis à passer les examens d'entrée toute seule, est-ce que vous acceptez les femmes après? Et il a dit oui. Donc tout ce qu'elle va faire, c'est essayer d'étudier, sauf qu'en fait, pour étudier les corps humains, etc., il faut des corps. Et à l'université, ils leur procurent des corps pour étudier, mais du coup, elle a des difficultés, elle, à accéder du coup à l'université. Donc elle va tomber sur Jack, qui est un jeune homme en fait, qui travaille en fait pour procurer des corps en fait aux universités, pour l'étude, etc., pour la science. Et des fois, illégalement, il va se procurer des corps aussi, comme je disais, de manière illégale. Et elle va lui demander de lui procurer des corps, du coup, de manière illégale. Et elle va même l'aider à aller dans les cimetières pour trouver des corps et étudier. Au-delà de ça, vous avez une enquête parce qu'il y a pas mal de disparitions à cette époque, en fait. Parce qu'il y a pas mal de disparitions inexpliquées. En fait, les gens disparaissent, on les revoit plus, et du coup, elle va vouloir un petit peu enquêter dessus. Vous avez en fait du coup ce côté très féministe où en fait elle veut prouver que la médecine n'est pas faite que pour les hommes, qu'une femme peut y arriver, et aussi ce côté enquête en fait du coup un peu amateur parce que voilà, elle fait pas partie de la police, elle n'est pas inspecteur, etc.
Et puis vous avez une petite romance du coup forcément. Alors là ils disent une romance gothique délicieusement macabre, mais honnêtement la romance dans le premier tome est quasiment inexistante. Et c'est pas plus mal. Moi c'est ce que j'ai aimé dans le premier tome, c'est qu'on se focalisait beaucoup plus sur la société, les normes sociétales de l'époque, la place de la femme, les ambitions d'Azel, et puis ce mystère en fait, cette enquête. Et puis par contre dans le tome 2 j'étais un peu déçue, j'étais un peu déçue parce que je trouvais qu'on allait moins dans ce côté glauque, parce qu'en fait dans le premier tome vous avez souvent des scènes de la nuit qui se passent dans des cimetières. Vous aviez des moments de cours où en fait ils ouvrent les cadavres et tout, donc un peu glauque. Et dans le deuxième tome, je trouvais qu'il y avait beaucoup moins ce côté macabre, ce côté gothique. C'était beaucoup plus centré sur la romance et du coup ça m'avait un peu déçu. Mais de manière générale, j'ai beaucoup aimé cette duologie parce qu'elle change. C'est une duologie young adulte, mais ça change, je trouve, des classiques fae ou des classiques romans avec des héroïnes qui sont dotées de pouvoir, qui vont s'entraîner, devenir badass ou des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment quelque chose de plus contemporain, dans le sens où il n'y a pas de magie ou quoi, mais ça questionne beaucoup la place de la femme, surtout à l'époque, donc dans les années 1800, mais ce qui se transpose aussi aujourd'hui, parce que quand vous regardez, même en médecine, vous voyez très bien que les chefs de chirurgie ou les dirigeants de la médecine, etc., c'est principalement des hommes. Et puis que ce soit ça ou en politique ou autre. Et d'ailleurs, elle a pas mal de conversations avec des personnes qui disent qu'en gros, sa place n'est pas dans l'université. Mais bon, voilà. Donc c'est une biologie que j'ai beaucoup aimée, plus le premier tome que le second. Surtout, je trouve les couvertures très bien réfléchies. Donc là, vous avez une robe en forme de cœur et là, en forme de cerveau. Je trouve qu'elles sont très très jolies, puis ça matche très bien, je trouve, et ça va très bien dans la bibliothèque. Voilà, c'est une saga que je recommande, même si voilà, j'ai eu un peu de mal avec la romance du tome 2. Je commence à avoir mal à la gorge. Donc ensuite j'ai lu Plume, donc c'est le premier tome des Anges d'Elysium de Olivia Waldenstein, donc c'est l'édition New Rules, donc c'est, je crois que c'est un label en plus, si je dis pas de bêtises, des éditions de l'Archipel. Alors Olivia Waldenstein, c'est celle qui a écrit une série chez Corrigan, La Maison aux ailes déployées ou quelque chose comme ça, c'est une trilogie ou plus peut-être en tout cas. Il y a au moins 3 tomes. Et donc là en fait ça parle d'ange. Donc on va suivre, je me souviens plus de son nom, Lei, qui a 20 ans, qui est une plumable. Et en fait vous avez une hiérarchie chez les anges. Et les plumables ce sont la plus basse caste, on va dire ça comme ça. En fait ce sont des apprentis anges en fait, et il faut atteindre un certain nombre de plumes pour pouvoir accéder du coup à l'Elysium qui est la cité des anges. Et en fait quand vous avez aussi un système de cotes, donc des humains, donc en fait un humain qui a une cote hyper élevée en fait c'est que c'est un criminel, etc. Et en fait si vous arrivez à lui faire une bonne action, en gros sa cote ça vous donne le nombre de plumes que vous recevez. Et par exemple, si vous avez, je sais pas, moi je dis un humain qui a une cote de 50 et que vous arrivez à lui faire des choses bonnes, vous gagnez 50 plumes et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez le nombre de plumes adéquat pour pouvoir atteindre Elysium. Et donc elle va choisir une mission un peu périlleuse parce qu'en fait elle va choisir quelqu'un donc Jarod, qui a 25 ans, qui est chef de la mafia parisienne. Donc voilà, criminel, qui a la cote la plus élevée et qui n'a jamais changé. En fait, au fur et à mesure des bonnes actions, la cote diminue forcément. Sauf que lui, il y a eu plusieurs plumables qui ont essayé de le changer, qui n'ont jamais réussi, sa cote est toujours restée la même, c'est toujours la plus haute. Donc elle va s'attaquer à un gros morceau, entre guillemets. Donc ça reste un roman young adult, young adult, dans la construction, parce que les personnages sont ou plus de 20 ans, donc 20 et 25, mais dans la construction, je trouve que ça reste assez young adult, dans le sens où c'est assez prévisible par moment. Il y a certains stéréotypes de personnages, c'est même dans la construction de l'intrigue et de l'univers, c'est assez young adult pour moi en tout cas, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même apprécié ma lecture, parce que je trouvais que ce système d'anges était assez original, en sachant que vous avez du coup les anges qui récoltent les âmes, vous avez les anges qui dirigent, vous avez les anges, vous avez une hiérarchie, je crois que c'est au début, d'ailleurs vous avez des avertissements là, de violence, etc. Ça, je trouve que les maisons d'édition le font de plus en plus et c'est vraiment bien. Et puis vous avez les archanges qui sont au-dessus de tout le monde, etc. Et les néphilim qui sont des anges disgraciés, déchus. Et donc voilà, on va suivre ça. Donc forcément dans un contexte un peu
d'une intrigue young adult, vous savez ce qui va se passer. Mais ça n'empêche pas que vous aimez suivre les personnages. Et surtout, moi, il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Céleste, qui est un personnage secondaire, qui est justement contre tout ce système d'ange, en fait, de devoir faire des choses pour mériter ses plumes. Et notamment, par exemple, des choses un peu bêtes, mais quand ils ont même pas par rapport à des humains, mais quand ils ont une attitude qui vont aller à l'encontre du code des anges, elles perdent des plumes. Par exemple, si vous pensez du mal de quelqu'un, vous perdez une plume. Si vous dites, je sais pas, des grossièretés, vous perdez des plumes, etc. Et en fait, donc c'est pour. Et en plus, vous avez un temps, je crois que. Je sais plus c'est combien de temps. En tout cas, vous avez un temps pour avoir des plumes, toutes vos plumes, et si vous avez dépassé ce temps, et ben en fait, vous n'aurez plus jamais de plumes. Et en gros, vous serez pas un ange, quoi, en fait. Donc en fait, vous avez aussi cette pression en fait de devoir récolter le plus de plumes possible avant la date de péremption, j'ai envie de dire, parce que sinon, en gros, vous êtes condamné à errer en fait sur Terre sans pouvoir, sans plumes, sans être un ange, quoi. Et donc voilà. Et ce que je ne savais pas, c'est que c'est tiré. Je ne vais pas vous dire de quoi c'est tiré, mais en fait, apparemment, c'est inspiré d'une histoire. Est-ce que je vous le dis? Non, je vous le dis pas parce que sinon ça va peut-être vous spoiler la fin. Et en fait, je l'ai su qu'après, en fait, parce que du coup, quand on a lu la fin avec Emmeline, on s'est dit mais c'est quoi cette fin? Je m'y attendais vraiment pas. Et en fait, en lisant les commentaires, j'ai vu qu'en fait, l'autrice était inspirée d'une histoire. D'une réécriture, en fait c'est une réécriture, voilà, je cherchais le mot, pour écrire la fin de cet ouvrage. Et effectivement, quand on le sait, c'est logique, mais en fait quand vous vous y attendez pas et que vous vous dites en fait c'est juste un roman young adulte, vous vous y attendez pas du tout. Et ça, c'était une bonne surprise. Voilà. Après, comme je vous disais, avec tous les clichés young adult, ça me dérange pas spécialement, mais là j'avoue que pour des personnages aussi âgés, c'était un peu plus dérangeant. Et le tome 2 sort le 27 juin, le tome 2 qui justement va porter sur le personnage de Céleste, le personnage qu'on a le plus apprécié avec Emmeline, parce qu'elle a du répondant, parce qu'elle va à l'encontre en fait des codes des anges, etc. Parce qu'elle dit qu'il y a certaines injustices dans ce fonctionnement, et ce qui est vrai. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. En plus, il est violet, il est très très beau. Voilà, j'en dirai pas plus. Je sais pas il y a combien de tomes, je crois qu'il y en a 3 au total. J'ai pas regardé sur le 3e tome porte sur quel personnage, parce que je me suis dit c'est peut-être un personnage qu'on va découvrir que dans le tome 2, donc je voulais pas forcément me spoiler. Mais en tout cas, la plume est très efficace et c'est assez addictif. Ça se lit assez bien, mais c'est vrai que voilà, c'est pas non plus un coup de cœur, et c'est pas non plus... à part le système d'ange, que j'ai trouvé ça bien avec la cote, etc. J'ai trouvé ce système un peu original. Mais sinon voilà, le reste reste assez classique. Ensuite, j'ai lu De silence et d'ombre de Lune, donc c'est le tome 2 de la saga de Lune et de sang de Erin Beatty chez Lumen. J'ai adoré, moi, la trilogie La couleur du mensonge de cette autrice, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je lise celui-ci. On a lu le premier tome en lecture commune avec Marine l'année dernière, et donc le tome 2 est sorti cette année, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une duologie, et j'ai adoré. Voilà. En fait, on va suivre du coup Catherine, qui est de base apprentie architecte. Le grand architecte, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, il l'a pris sous son aile, et elle est là en fait pour contrôler les constructions, etc., la sécurité, que tout va bien, etc. Et un jour, elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs. D'ailleurs, elle est très, très grande, hein, je crois qu'elle a 18 ans, je sais plus, enfin très grande. Elle le découvre assez tardivement. Et en fait, il va se passer quelque chose de bizarre, c'est qu'en fait, beaucoup de femmes vont se faire trucider. Voilà, il y a une série de meurtres qui va arriver sur des jeunes femmes, et du coup, malgré elle, elle va se trouver mêlée à l'enquête parce qu'il y a Simon, ou Simon en français, qui est le neveu, je crois, de l'équivalent du maire de la ville, qui est spécialisé en fait dans tout ce qui est un peu comme Criminal Minds, esprit criminel, vous savez, tout ce qui est psychologique, etc. De se mettre dans la peau du tueur en série. Et du coup, ils vont faire équipe en fait pour résoudre ce mystère. Et en parallèle, vous avez cette histoire en fait du coup de pouvoir qui se manifeste et qu'elle ne contrôle pas en fait forcément, parce que ça arrive comme ça du jour au lendemain. Et elle va chercher des réponses, notamment par rapport à ses parents, parce que du coup elle n'a pas vécu avec eux, elle les connaît pas, et du coup forcément
Elle va vouloir en savoir plus par rapport à ça, parce que elle tient ça forcément de quelqu'un. Et voilà, et j'ai adoré parce que c'est très glauque, c'est très... Enfin, l'ambiance pour moi, enfin, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, si c'est ressenti comme ça pour tout le monde, mais pour moi l'ambiance ça fait un peu, vous savez, l'époque de Jack l'Éventreur, etc. Où en fait quand vous baladez dans les rues, c'est très brumeux, vous avez ce tueur en série qui sévit, euh, et en fait vous avez très peu d'indices en fait sur les scènes de crime. Il y a des mises en scène, etc. Donc c'est très... je trouve que pour du young adult, c'est très sombre, très froid, très glauque, très sanglant, parce que vous avez des scènes un peu décrites du cadavre, en fait, donc c'est très, c'est très visuel. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Erin Beatty, je pense que c'est une valeur sûre en termes de young adult. En tout cas, la première trilogie, j'ai adoré. Cette duologie, j'ai adoré aussi. Je sais pas s'il y aura une autre série, mais en tout cas, je suis du coup l'autrice sur les réseaux sociaux. Mais voilà, si vous aimez, c'est pareil, c'est un peu comme la saga Anatomy Love Story, c'est vraiment des sagas young adult qui sortent de l'ordinaire et qui sont beaucoup plus sombres et plus glauques que la plupart des young adults qu'on peut lire de manière générale. Et là, en fait, ça change vraiment parce qu'en fait, j'avais lu les notes de l'autrice et il y avait beaucoup de références. En fait, quand elle parle, par exemple, d'un personnage dans une légende ou d'une ville, en fait, à la fin, elle nous donne en fait les références de la ville ou du personnage duquel elle s'est inspirée. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de références qui sont tirées d'histoires vraies, et ça j'ai beaucoup aimé. Et on parle aussi beaucoup de santé mentale dans ce roman, parce que voilà, on suit quelqu'un du coup qui a fait des études pour la psychologie des personnages des tueurs en série, et en fait ils vont expliquer aussi, en dehors du fait que qu'ils vont expliquer et essayer de comprendre les tueurs, ils vont aussi poser la question sur les personnes lambda, ordinaires en fait, qui n'ont pas commis de crime, qui a quand même des personnes qui peuvent avoir des problèmes psychologiques, de l'anxiété, est-ce que c'est guérissable, pas guérissable, est-ce que c'est génétique, voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, et notamment on le voit sur l'un des personnages que ça joue beaucoup en fait sur sa personnalité, et voilà, ça j'ai beaucoup aimé un peu cette dénonciation. Je pense que ça a été fait exprès, parce qu'on voit beaucoup déjà dans le premier tome, et là dans le second, il y a beaucoup plus d'explications à ce niveau-là. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, du coup, dans cet univers, en fait, à prétexte, en fait, à dénoncer ce fait que beaucoup de gens voient ça comme quelque chose de normal, alors que c'est une maladie, et qu'il faut prendre ça au sérieux, en fait, parce que du coup, après, ils vont parler aussi pas mal de suicide, etc. Donc, voilà, faire attention quand même. Mais voilà, c'est une duologie que j'ai vraiment adorée, que je vous conseille. Bon, je me dépêche, il en reste 3. Donc j'ai lu Foul Huntsman de Chloé Gong, donc c'est le tome 2. Je vois qu'il y a de moins en moins de soleil. Qui est le tome 2 de la saga Foul Lady Fortune. Donc Foul Lady Fortune qui d'ailleurs est annoncé par De Saxus et qui sort au mois de juin, je sais pas quel jour, mais en tout cas ce mois-ci. Qui s'intitule, je crois... Dame cruelle. Je sais plus, cruelle... Dame cruelle, je sais pas quoi. Bon, bref, ils ont de toute façon de Saxus, enfin c'est chez Sabran, ils ont déjà sorti la première duologie, donc These Violent Delights, c'est plaisirs violents en français, toute la duologie, et ils ont sorti aussi ces désirs immortels, donc des Immortal Longings, le premier tome d'une saga, d'une autre saga, et ils vont sortir cette duologie. Ils sont pas sortis dans l'ordre, je comprends pas trop pourquoi. Et donc j'ai lu. Ah d'ailleurs je suis en train de me dire mais j'ai pas pris, mais j'ai aussi lu la nouvelle. Enfin il y a 2 nouvelles en fait. Donc c'était dans un recueil qui s'appelle Last Violent Call, donc un peu similaire mais en bleu, et qui regroupe 2 nouvelles en fait dans cet univers. Donc un qui se passe entre le tome 1 et 2 de cette duologie, et l'autre qui se passe après le tome 2 si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je les ai lus après, ça m'a pas trop spoilé parce que bon. J'ai déjà lu la première et la deuxième duologie et j'ai adoré. Voilà. On suit Rosalind en fait qui est un personnage secondaire du premier tome, enfin de la première duologie. Je suis désolée, c'est très compliqué, très confus. Et elle a subi une expérience scientifique et du coup elle ne peut plus mourir, mais du coup elle guérit très vite. Mais elle ne peut plus dormir, voilà. Et elle est un peu invincible quoi. Et donc pour se repentir de certains actes qu'elle a fait dans la première duologie, elle va devenir assassin pour le gouvernement et espionne. Et elle va devoir, dans le premier tome, s'allier à un autre espion et faire semblant d'être mariée pour pouvoir intégrer une société et recueillir des informations, etc. Et on a toujours ce côté très politique entre nationalistes, communistes, l'invasion des Japonais, enfin
le Japon qui envahit du coup Shanghai. Donc ça c'est basé sur des faits réels aussi, sur l'invasion de la Mandchourie en fait. Et ça, elle explique d'ailleurs dans ses notes qu'il y a beaucoup d'éléments politiques. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui avaient moins aimé le deuxième tome de This Violent Delight parce qu'on partait beaucoup plus sur la politique, sur justement cette invasion, l'armée, etc., qui prenait le contrôle de la ville, etc. Et pourtant, moi, c'est un côté que j'ai beaucoup aimé. Et là, d'ailleurs, on le retrouve aussi beaucoup. Alors surtout, cette duologie, la lire bien après This Violent Delight, les 2 tomes, parce que là, ça se passe 4 ans après la première duologie, donc ça va totalement vous spoiler la fin. Et ce qui s'est passé pour les personnages. Donc je vous conseille vraiment pas de lire cette duologie avant. Et par contre les 2 nouvelles, enfin moi je les ai lues après cette duologie là et ça m'a pas dérangé. On suit 2 couples de personnages différents dans chacune des nouvelles et voilà. Moi j'ai adoré parce que le côté politique, le côté stratégie, le côté romance, le côté espionnage, le côté fantasy aussi parce que vous avez quand même ce côté fantasy fantastique qui reste de la première duologie. Et vous avez ce côté historique aussi, du coup, forcément, avec beaucoup d'éléments inspirés de faits réels. Alors moi, j'avoue, je connais pas trop l'histoire du Japon, de Shanghai, etc., avec les nationalistes, etc., mais la rébellion qu'il y a eu. Mais voilà, en tout cas, si c'est... Enfin, d'après l'autrice, c'est inspiré d'histoires vraies, de faits réels, en tout cas. Donc, ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai mis 5 étoiles pour les 2 tomes, si je dis pas de bêtises. Et... du coup, je vais pouvoir enfin entamer la série des Immortal Longings. Non, c'est pas des Immortal Longings tout court, je crois. Mais bon, c'est le premier tome d'une saga et seulement le premier tome est sorti, donc j'ai le temps. Mais au moins, j'ai lu ces 2 premières duologies. J'aurais pu les lire en français parce que... Enfin, This Violent Delight, j'ai lu cette duologie avant que ça sorte en français. Celle-là, j'aurais pu attendre. Mais bon, je me suis dit, j'ai commencé à la découvrir en VO, et surtout que sa plume est très accessible, je trouve, en VO, très fluide, sauf peut-être un peu tout le côté politique et stratégie, mais sinon, je trouve que c'est accessible pour pas des novices, mais on va dire niveau intermédiaire, au niveau anglais, mais en tout cas, je vous conseille vraiment Chloé Gong si vous voulez quelque chose d'assez addictif. Ensuite, celui-là, je vais passer rapidement parce qu'il est, c'est le 6e et dernier tome de la saga La Villa aux Étoffes. Je vous en parle dans chaque vlog, j'ai l'impression, parce que j'en lis un par mois. Et c'est une belle conclusion, en fait. Donc là, on est plus sur la guerre, donc en 1935, et on va jusqu'en 1945, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, on balaye pas mal la Deuxième Guerre mondiale. Et, donc chaque tome, je trouve, je crois qu'il y a juste le 2e ou 3e tome que j'ai pas trop aimé, parce que je trouvais qu'il se passait pas grand chose, mais dans chaque tome, vous avez des thèmes abordés liés à la situation, parce qu'on commence en 1912, donc un peu avant la guerre, et ainsi de suite. Après, on va parler de la crise économique après la guerre, et là, on parle de la guerre, du coup, forcément, donc les pertes, la crise économique, beaucoup de choses, les séquelles, que ce soit psychologiques ou physiques. Enfin, je trouve qu'on aborde pas mal de thèmes et c'est une saga familiale, voilà, historique, un peu à la Downton Abbey, je vais le dire à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est un peu ça, sauf que là, on s'étale de 1912 à là, 1945. Donc, dans le premier tome, en fait, on suit des jeunes adultes et en fait, dans ce tome-là, on suit carrément aussi leurs enfants qui sont devenus adultes. Enfin, voilà, on les suit sur plusieurs générations. Et ouais, c'est vraiment une saga familiale que j'adore, que j'ai beaucoup aimé. On adore suivre les personnages, que ce soit aussi bien les maîtres de maison que du coup les domestiques. Donc ça, c'était hyper intéressant d'avoir les 2 points de vue, surtout que là on est en Allemagne, donc un peu différent des autres romans que j'ai lus, parce que les autres en général ça se passe en France, en Angleterre, donc plutôt côté allié. Et là, donc là c'est de l'autre côté, donc il y a aussi certaines divergences d'opinion, donc au niveau politique, donc c'était hyper intéressant. Je vous en dirai pas plus parce que c'est un tome 6, mais je vous conseille. Ensuite, le dernier, c'est Tempest of Tea d'Afzal Faisal, donc c'est l'autrice de We Hunt the Flame, donc la duologie, et en français, c'est Chasseur de flammes, le premier tome. Et le 2e tome, ça doit être Libérons les étoiles ou quelque chose comme ça. C'est une duologie. Alors, j'ai lu le premier tome et j'ai pas vraiment accroché. Là, c'est vraiment de la fantaisie orientale et j'ai pas vraiment accroché. Je sais pas pourquoi. J'avais pas envie de lire la suite, et donc tant pis. Mais du coup, celui-ci me faisait vraiment envie parce qu'on disait que c'est un peu du Six of Crows avec des vampires. Et donc là, on va suivre Artie qui de base a un salon de thé. Et la nuit, ça devient un repère pour les vampires où ça se négocie en fait avec des commerciaux en fait pour acheter du sang. Enfin voilà, c'est un peu un truc illégal quoi. Et elle va se retrouver à devoir assembler une équipe pour une mission un peu dangereuse.
Et c'est dans le sens que ça fait un peu penser à Sex of Crows, c'est que c'est des gens qui n'ont rien à voir, qui ne s'entendent pas forcément, d'ailleurs il y en a qui s'aiment pas du tout, mais qui ont des compétences particulières qui peuvent aider à la mission, et donc du coup elle va rassembler ces personnages-là. Et je trouve que ça fait aussi un peu Peaky Blinders dans le sens, dans le style, que ce soit le style vestimentaire. Enfin là je pense que vous le voyez un peu, mais dans le style vestimentaire, dans le paysage, la description de la ville, etc. Je trouvais que ça fait un peu période Peaky Blinders, donc Peaky Blinders, j'ai beaucoup aimé cette série. Et voilà, donc là en fait on va suivre ça, je vais pas aller plus loin, parce qu'il est vraiment très court, alors je pensais qu'il serait un peu plus long, mais il fait à peine 335 pages, donc c'est très court pour un premier tome. Et donc voilà. Beaucoup disent que cette mission est vouée à l'échec parce que il faut voler quelque chose dans le repère des vampires, en sachant que les vampires, ben voilà, ils acceptent pas trop les humains et leur cité, enfin c'est pas une cité parce qu'en fait c'est dans la ville, mais le coin réservé aux vampires est très surveillé, vachement gardé, avec un système de sécurité très avancé, etc. Enfin voilà. Donc c'est une mission un peu vouée à l'échec et un peu une mission suicide, mais voilà, elle va rassembler des personnes pour pouvoir faire cette mission parce que l'enjeu en fait la concerne et voilà. Bref, je vais pas aller plus loin. J'ai beaucoup aimé, les personnages sont hyper charismatiques et surtout ils ont beaucoup d'humour en fait entre eux. Donc en fait, elle dirige le salon de thé avec un autre jeune homme qui se connaissent en fait depuis l'enfance et souvent en fait ils n'arrêtent pas de se lancer des piques. Enfin c'est ce lien fraternel. Que j'ai beaucoup retrouvé dans les romans. Et ouais, il y a beaucoup, même pas qu'entre eux, mais même avec d'autres personnages, il y a beaucoup de piques, beaucoup de sarcasme, d'humour noir. Et après, voilà, il y a une ou deux romances qui commencent à se construire, mais voilà, c'est vraiment par petites touches et c'est vraiment pas ce qui prend de la place dans ce récit. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Je sais pas si c'est une duologie ou. Ah non, c'est une duologie, voilà. C'est une duologie, donc on aura fini normalement dans le prochain tome, mais je sais pas quand est-ce qu'il sort. J'espère qu'il sera un peu plus long parce que c'est vrai que là on ne développait pas assez, je trouvais, l'univers, même si l'univers ça reste une ville, même si c'est une ville inventée et que c'est plutôt urbain. Voilà, je trouve qu'on ne développe pas ça assez à mon goût, et puis même le côté vampire est pas assez développé, je trouve. Même si je trouve que, surtout dans la seconde partie, on en parle beaucoup plus, notamment des origines des vampires. Parce que voilà, ils sont pas arrivés comme ça. Hein. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je ne pourrais pas vous dire autre chose, à part que si vous aimez voilà, les vampires, un peu voilà, ce côté un peu Six of Crows, même si il y a juste ce côté-là qui ressemble à Six of Crows, hein, ce côté équipe. Et cet univers un peu Peaky Blinders, enfin cette ambiance un peu Peaky Blinders. Je vous le conseille, mais voilà, ça suit très vite. Voilà, c'était pas un coup de cœur non plus, je crois que j'ai mis que 4 étoiles. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé les suivre et je lirai la suite avec plaisir. Voilà, sur ce, je suis désolée, c'était très long, mais en fait, je sais pas si je devrais pas couper en deux mes bilans lecture. Mais voilà, j'ai fait de très belles lectures. Je suis toujours à la recherche de mon gros coup de cœur de cette année. Je pense que ma plus belle lecture pour l'instant, c'est le tome 2 de Kushiel, mais que j'ai lu du coup au mois de mars ou avril. Et depuis, j'ai pas vraiment eu de. J'ai des 5 étoiles, comme je vous disais tout à l'heure, notamment pour Kushiel, mais comme je vous disais, il y a des petites choses qui font que c'est pas vraiment un coup de cœur. Donc j'attends quand même le coup de cœur. Là, je suis en train de lire un livre qui est pas loin du coup de cœur. Vous verrez du coup dans le vlog prochain et dans le bilan lecture de juin. Mais là, je le sens bien. Même si je veux pas trop avancer, parce que j'en suis à 60%. Mais franchement, si ça continue comme ça, je pense que ça pourrait être un beau coup de cœur. Et ce sera mon vrai premier gros coup de cœur de 2024. En sachant que là, j'ai déjà lu plus de 60 livres. Pourtant, je fais beaucoup plus attention au choix de lecture, mais là, je sais pas. Ou alors, je deviens plus exigeante, je ne sais pas trop. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de mai, si vous avez eu des coups de cœur. D'ailleurs, si vous avez eu des coups de cœur depuis le début de l'année 2024, n'hésitez pas à me le dire, comme ça, je vais peut-être aller regarder si ça peut m'aider à en avoir un. Et si vous n'avez pas eu de coup de cœur, dites-moi ce que vous avez acheté récemment et qui vous font très envie. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Bref. Et si vous n'avez pas envie de mettre de commentaires, écoutez, mettez les emojis de livres. Que ce soit des piles de livres, des livres tout seuls. Ou alors peut-être du thé. Pour le Tempest of Tea, donc une tasse, une théière, tout ce que vous voulez qui a rapport avec le thé. Et puis moi je vous retrouve du coup pour la prochaine vidéo qui sera normalement soit un tag, soit un book
call. Je vais voir en fonction de ce que je peux faire au niveau du montage. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée.